Le soleil de juillet accablait la terre sèche de la petite propriété d'Hélène Dubois. Le ciel, d'un bleu presque aveuglant, ne montrait pas le moindre signe de nuage qui pût apporter un répit à cette région de l'arrière-pays provençal. Hélène ajusta son chapeau de paille sur ses cheveux sombres, respirant profondément tandis qu'elle observait l'horizon ondulé sous la chaleur. Les cigales chantaient sans relâche, comme pour annoncer que cet été serait encore plus impitoyable que le précédent. De ses mains calleuses, façonnées par le labeur quotidien, Hélène tenait fermement 2 seaux en métal qu'elle venait de remplir au puits. L'eau était précieuse à cette époque de l'année. Chaque goutte valait de l'or pour le petit potager qu'elle entretenait derrière la maison. Ses pas étaient délibérément lents pour éviter que le précieux liquide ne déborde et ne se perde dans la terre assoiffée. La route de terre qui traversait sa propriété serpentait entre des arbres tordus et des buissons desséchés. C'est en parcourant ce chemin qu'Hélène le vit pour la première fois. Au début, elle crut que ce n'était qu'un tas de chiffons ou peut-être un sac abandonné. Mais à mesure qu'elle s'approchait, elle distingua la forme d'un homme étendu près de l'unique saule qui résistait encore bravement dans ce paysage tourmenté. Hélène hésita. Ces dernières années, depuis qu'elle s'était retrouvée seule avec ses filles, elle avait appris à se méfier des étrangers. La vie n'avait pas été tendre, et elle avait bâti autour d'elle et des filles une muraille invisible de prudence. Mais il y avait quelque chose dans cette silhouette affaissée qui parla plus fort que sa peur. Elle posa délicatement les seaux par terre et s'approcha. Le chapeau de l'homme avait roulé plus loin, révélant des cheveux bruns emmêlés de poussière. Son visage, partiellement couvert par l'ombre, montrait des rides profondes, comme s'il avait vécu plus que son âge probable ne le suggérait. « Monsieur » appela Hélène en gardant une distance de sécurité. Aucune réponse. Elle s'agenouilla alors, remarquant la déchirure de sa chemise et la tache sombre qui s'étalait sur le tissu. Du sang, une blessure à l'épaule, apparemment récente. L'odeur métallique se mêlait à celle de la sueur et de la poussière de la route. Avec précaution, Hélène toucha le poignet de l'homme, faible, mais présent. Sa respiration était irrégulière, comme si chaque inspiration exigeait un effort conscient. « Maman, on a trouvé les graines que tu avais demandées. » Les voix des jumelles, Léa et Louise, 12 ans, résonnèrent sur la route avant, même que leurs silhouettes n'apparaissent au tournant. « Restez où vous êtes !» cria Hélène, mais il était trop tard. Les filles, curieuses comme toujours, coururent jusqu'à elle, s'arrêtant brusquement à la vue de l'inconnu. « Il est… » Léa ne termina pas sa phrase. Ses yeux sombres, identiques à ceux de sa mère, s'écarquillèrent. « Non mais il a besoin d'aide », répondit Hélène en se levant. « Louise, va à la maison et prépare le canapé dans le salon. Léa, aide-moi à improviser un brancard. » Les filles obéirent, sans poser de questions. Des années de vie difficile avaient appris à la petite famille que dans les moments de besoin, l'action primait sur les questions. Hélène sortit une vieille couverture qu'elle transportait dans son sac pour se protéger de la fraîcheur du soir et, avec l'aide de Léa, elles improvisèrent un brancard rustique. « À 3 !» ordonna Hélène, se positionnant à la tête de l'homme tandis que Léa tenait ses pieds. 1, 2, 3, 2, 3. Le poids de l'inconnu était considérable mais pas impossible à porter. Chaque pas vers la maison semblait plus difficile que le précédent. Hélène sentait des gouttes de sueur couler dans son dos, mais elle ne ralentit pas le rythme. Il y avait quelque chose chez cet homme, une vulnérabilité qui contrastait avec son apparence rustique, qui éveillait en elle un sentiment depuis longtemps endormi. La maison d'Hélène était simple, mais accueillante. Des murs de briques apparentes, un toit de tuiles en terre cuite qui surchauffait en été et était trop froid en hiver, et une véranda où 3 fauteuils à bascule attendirent que la chaleur cède pour être occupés. Louise avait préparé, le canapé comme demandé, le recouvrant de draps propres. Avec précaution, elles déposèrent l'homme sur le canapé. Hélène envoya les filles chercher de l'eau propre, des linges et la trousse de premier secours qu'elle gardait précieusement, un luxe qu'elle s'autorisait, sachant que l'hôpital le plus proche était à près de 2 heures de route. Tandis qu'elle nettoyait la blessure de l'étranger, Hélène observait ses traits. Y avait-il quelque chose de familier en lui? Non. Elle ne l'avait certainement jamais vu auparavant. Pourtant, elle sentait comme si une force invisible avait orchestré cette rencontre, comme si le destin avait tracé une ligne unissant sa vie à celle de cet inconnu. « Qui est-ce, maman ?» demanda Léa, regardant par-dessus l'épaule d'Hélène.
Je ne sais pas, ma chérie, mais il est blessé et il a besoin d'aide. Et s'il est dangereux, murmura Louise, toujours la plus prudente des deux. Hélène regarda ses filles, si semblables physiquement, si différentes de tempérament. Alors nous y ferons face, comme nous l'avons toujours fait. Après avoir fini de nettoyer et de couvrir la blessure, Hélène remarqua que la respiration de l'homme s'était stabilisée. Ses yeux restaient fermés, mais des couleurs revenaient sur son visage. « Il nous faudra plus d'eau », dit Hélène, se souvenant soudainement des seaux qu'elle avait laissés sur la route. « Et nous devons aussi ranger cette eau avant qu'elle ne s'évapore. » Les jumelles se proposèrent pour aller chercher les seaux pendant qu'Hélène restait aux côtés de l'étranger. Assise sur une chaise près du canapé, elle s'autorisa un moment de réflexion. Qu'avait-elle fait? Elle avait fait entrer un parfait inconnu dans sa maison, là où ses filles dormaient. C'était de la folie, de l'imprudence. Mais en observant l'homme endormi, Hélène sentit que, d'une manière inexplicable, cette rencontre sous le soleil brûlant n'était pas seulement une coïncidence. C'était comme si une nouvelle page se tournait dans sa vie. Une page qu'elle redoutait, mais qu'en même temps, elle avait hâte de lire. La lumière dorée du crépuscule filtrait à travers les rideaux de coton écru, projetant des ombres allongées sur le plancher de bois usé. Le ventilateur de plafond tournait paresseusement, brassant l'air chaud sans vraiment le rafraîchir. C'était cette heure magique de la journée, où le ciel se teintait de nuances orangées et où la nature semblait faire une pause avant la tombée de la nuit. C'est à ce moment que l'inconnu ouvrit les yeux. Daniel cligna des yeux plusieurs fois, essayant d'ajuster sa vision à l'environnement inconnu. Le plafond en bois au-dessus de lui n'était certainement pas le ciel ouvert sous lequel il se souvenait d'avoir marché. Un sursaut de panique le fit tenter de se lever brusquement, mais une douleur aiguë à l'épaule l'arrêta, lui arrachant d'un gémissement involontaire. « Je ne ferais pas ça si j'étais vous », dit une voix féminine toute proche. Daniel tourna la tête en direction de la voix et vit une femme de taille moyenne, les cheveux sombres attachés en un chignon simple et des yeux bruns observateurs. Elle tenait un bol d'eau et un linge humide. Son visage, marqué par le soleil, révélait des rides d'expression qui parlaient autant de soucis que de sourires. « Où » commença-t-il, la voix rauque et sèche. « Chez moi », répondit Hélène, s'approchant avec des pas prudents. « Je vous ai trouvé étendu près du saule, sur la route. Vous étiez blessé. » Elle fit un geste en direction de son épaule, maintenant propre et pensée. « Ça ne me semblait pas juste de vous laisser là. » Daniel essaya de se redresser sur le canapé, cette fois avec plus de soin. « Merci, dit-il simplement, les yeux évitant le contact direct avec les siens. Hélène lui offrit un verre d'eau qu'elle avait préparé sur la table d'appoint. « Vous arrivez à le tenir ?» Il hocha la tête, acceptant le verre avec la main qui n'était pas compromise par la blessure. Il but comme quelqu'un qui n'avait pas vu d'eau depuis des jours, à grandes goulées avides. « Doucement, » conseilla Hélène. « Votre corps doit se réhabituer. » De la cuisine parvenait un tintement doux de cuillères heurtant des casseroles et l'odeur, réconfortante d'un bouillon en préparation. Des voix jeunes discutaient à voix basse, entrecoupées de petits rires contenus. « Mes filles, » expliqua Hélène, remarquant son regard en direction de la cuisine. « Léa et Louise, des jumelles. Elles vous préparent quelque chose à manger. » Daniel hocha de nouveau la tête, mais ne dit rien de plus. Hélène était habituée au silence. La vie à la campagne lui avait appris que certaines personnes, surtout les hommes qui travaillaient seuls, perdaient l'habitude de la conversation. Cela ne la dérangeait pas. « Votre nom » demanda-t-elle simplement. « Daniel » répondit-il après une pause, comme s'il se demandait s'il devait partager même cette information de base. « Hélène Dubois » se présenta-t-elle, sans tendre la main, un geste qui aurait semblé trop formel dans ces circonstances. « La blessure à votre épaule n'est pas aussi profonde qu'elle en avait l'air, mais il faudra quelques jours pour qu'elle cicatrise correctement. » Daniel porta la main à son pansement improvisé, le touchant légèrement. Ses doigts étaient calleux, les ongles courts, des mains de quelqu'un habitué au travail pénible. « Je ne veux pas déranger. »« Ce n'est pas un dérangement, » répondit Hélène automatiquement, bien qu'une partie d'elle fût tendue d'avoir un étranger dans sa maison. « Ce serait plus dérangeant pour ma conscience de vous avoir laissé dehors. »
Un silence inconfortable s'installa entre eux. Hélène en profita pour tremper le linge dans l'eau fraîche et le tendre à Daniel. « Pour votre visage, » expliqua-t-elle. « La chaleur est impitoyable aujourd'hui. » Il accepta le linge d'un bref signe de tête reconnaissant et se le passa sur le visage, enlevant les restes de poussière et de sueur. Hélène l'observa discrètement. Il y avait quelque chose dans ses yeux, un bleu sombre, presque gris, qui transmettait une profondeur inquiétante. Ce n'était pas seulement de la fatigue ou de la douleur physique, mais quelque chose de plus enraciné, comme quelqu'un qui porte un fardeau invisible depuis trop longtemps. « Maman ?» Une des jumelles apparut à la porte de la cuisine, tenant un bol fumant. « Le bouillon est prêt. » Hélène fit un geste pour que la fillette s'approche. « Voici Léa », présenta-t-elle. « Léa, voici Daniel. » La fillette s'approcha, avec la timidité propre à son âge, tendant le bol avec soin. Ses yeux, répliques exactes de ceux de sa mère, étudiaient l'étranger avec une curiosité à peine dissimulée. « Merci », dit Daniel, et quelque chose dans son ton s'était légèrement adouci. « Louise a aidé aussi », informa Léa, comme s'il était important que le crédit soit partagé équitablement. Mais elle finit de laver les casseroles. « Reste très gentil à vous », répondit Daniel, et cette fois son regard croisa celui de la fillette un bref instant. Hélène perçut le changement subtil. Il y avait des hommes comme ça, incapables de s'ouvrir à d'autres adultes, mais qui trouvaient un chemin à travers la simplicité des enfants. Peut-être était-ce parce que les enfants ne jugeaient pas, ne portaient pas le poids des expériences passées, ou simplement parce qu'ils offraient une ouverture pour tout recommencer. « Je vais vous laisser manger en paix », dit Hélène, en se levant. « Reposez-vous. Si vous avez besoin de quelque chose, nous ne sommes pas loin. » Dans les jours qui suivirent, Daniel resta plus dans la catégorie de la présence que de la compagnie. Il répondait quand on lui posait une question, remerciait pour les repas mais n'entamait que rarement la conversation. Hélène ne le pressait pas. Elle avait appris que certaines personnes, comme certains animaux sauvages, avaient besoin de temps et d'espace pour se sentir en sécurité. Les jumelles, cependant, avaient moins de patience. Après le deuxième jour, elles avaient déjà décidé que l'étranger ne représentait aucune menace et commencèrent à circuler plus librement dans le salon où ils se reposaient. Elles apportèrent leurs cahiers d'école, posaient des questions, occasionnelles, et parfois s'asseyaient simplement près de lui, dessinant ou lisant. Ce fut un après-midi du 4e jour qu'Hélène, revenant du potager avec un panier de tomates, entendit quelque chose qui la fit s'arrêter à l'entrée du salon, un rire. Pas celui des filles, mais un rire masculin, bas et un peu rouillé, comme s'il n'avait pas été utilisé souvent. Elle entra silencieusement pour trouver Daniel assis sur le canapé, maintenant improvisé en lit, avec un livre ouvert sur ses genoux. Louise était assise par terre près de lui, pointant quelque chose sur la page. « Ce n'est pas comme ça qu'on lit ce mot », expliquait-elle avec le sérieux de ses 12 ans. La maîtresse a dit que quand le X est au milieu, il fait un son différent. Daniel hocha la tête, essayant de prononcer à nouveau le mot indiqué. Son effort maladroit provoqua un autre rire chez les jumelles. Hélène resta immobile sur le seuil, le panier de tomates oublié dans ses mains. Il y avait quelque chose dans cette scène qui la toucha profondément. Peut-être parce que cela faisait trop longtemps qu'elle n'avait pas vu un homme interagir gentiment avec ses filles, ou peut-être parce que, pour un bref instant, la maison semblait moins vide, moins silencieuse. « Maman nous espionne », annonça Léa, apercevant Hélène à l'entrée. Daniel leva les yeux, et pour la première fois depuis son arrivée, un sourire timide apparut sur son visage. Ce fut un sourire bref, presque imperceptible mais suffisant pour transformer complètement ses traits, adoucissant les lignes dures que la souffrance y avait gravées. « Les filles m'apprennent à mieux lire », expliqua-t-il, une légère note d'embarras colorant sa voix. « Ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué. » Hélène sentit quelque chose se détendre en elle, comme un nœud qui se dénoue enfin après une longue période de tension. Peut-être, pensa-t-elle, que l'étranger dans sa maison n'était pas aussi distant qu'il y paraissait. Peut-être que, sous cette réserve, il y avait un homme essayant de retrouver son chemin. Vers où? Elle ne le savait pas encore. « Le dîner va prendre un peu de temps », dit Hélène en soulevant le panier. « Vous avez le temps pour une autre leçon. »
En se dirigeant vers la cuisine, Hélène sentit le poids des jours précédents commencer à se dissiper. La présence de Daniel, initialement un fardeau d'inquiétude, commençait maintenant à révéler une autre facette. Il était trop tôt pour faire entièrement confiance, mais peut-être pas trop tôt pour avoir de l'espoir. Et l'espoir pour quelqu'un qui avait passé tant de temps à simplement survivre était déjà un précieux commencement. Les matinées à la ferme de l'espoir. nom que le défunt mari d'Hélène avait donné à la propriété dans un moment d'optimisme que le temps n'avait pas réussi à soutenir, commençait avant même que le soleil n'apparaisse à l'horizon. Le chant des coqs se mêlait au meuglement des vaches qui attendaient la traite quotidienne, créant une symphonie rustique qui marquait le début d'une autre journée de travail. Hélène se réveillait toujours à la même heure, quelle que soit la saison. Ses mouvements étaient automatiques, résultat d'années à répéter la même routine. S'habiller rapidement, attacher ses cheveux, préparer un café fort et le laisser prêt pour quand les filles se réveilleraient pour aller à l'école. Ensuite, elle se dirigeait vers la petite étable où 2 vaches laitières, Marguerite et Pâquerette, représentaient l'une des rares sources de revenus réguliers de la propriété. Ce matin-là en particulier, alors qu'elle positionnait le tabouret en bois à côté de Marguerite, Hélène laissa ses pensées vagabonder. L'enveloppe jaune sur la table de la cuisine, apportée par le facteur la veille, contenait une autre notification du Crédit Agricole, la 3e en 2 mois. Les termes étaient de moins en moins amicaux, les menaces de saisie de l'hypothèque de plus en plus explicites. « Juste une année de plus », murmurait Hélène pour elle-même tandis que ses mains travaillaient au rythme familier de la traite. « J'ai juste besoin d'une autre bonne récolte. » Mais alors même que les mots quittèrent ses lèvres, elle savait qu'elle essayait de se convaincre elle-même. La sécheresse prolongée avait compromis une partie de la plantation de maïs et les prix des intrants pour la prochaine saison avaient encore augmenté. Son fournisseur local, M. Antoine, un homme aux joues roses et au cœur généreux, avait déjà étendu son crédit au-delà du raisonnable. Lors de sa dernière visite au magasin de fournitures agricoles, Hélène avait remarqué le regard inquiet qu'il lui avait lancé en notant d'autres articles sur son carnet de dettes. « Hélène », avait-il dit, ajustant ses lunettes sur son nez rougi. « Vous savez que je vous considère comme ma fille, mais nous arrivons à un point. » Elle l'avait interrompu d'un signe de tête, lui épargnant de terminer la phrase dont ils connaissaient tous deux la signification. Une autre dette qui s'accumulait, une autre échéance qui approchait dangereusement. Le seau était presque plein quand Hélène entendit des pas s'approcher. Instinctivement, sa posture se raidit. Des années de veuvage dans une propriété rurale lui avaient appris à être toujours sur ses gardes. Mais ce n'était que Daniel, marchant avec précaution entre les outils agricoles suspendus au mur de l'étable. « Bonjour », dit-il en gardant une distance respectueuse. Son épaule était encore pansée, mais sa mobilité s'était considérablement améliorée ces derniers jours. « Je venais voir si vous aviez besoin d'aide. » Hélène hésita. Elle n'était pas habituée à recevoir de l'aide, et encore moins à la demander. Depuis la mort de son mari dans un accident de tracteur, 5 ans auparavant, elle avait assumé toutes les responsabilités de la ferme, refusant les offres d'aide des voisins par fierté, ou peut-être par peur de créer des dettes affectives qu'elle ne pourrait pas rembourser. « Je suis presque en train de finir ici », répondit-elle, essayant de garder un ton neutre. « Mais merci pour l'offre. » Daniel hocha la tête, mais ne bougea pas pour partir. Au lieu de cela, ses yeux parcoururent l'intérieur de l'étable, remarquant les tuiles cassées sur le toit, les planches lâches dans l'un des boxes vides, le mangeoire improvisé avec un pneu coupé en 2. « Votre toit a des fuites », observa-t-il en montrant une tache sombre sur le plafond en bois. « Seulement quand il pleut très fort », répondit Hélène en se levant avec le seau plein. C'était un petit mensonge. Le toit fuyait même, avec des pluies modérées, mais réparer les toits était bien bas sur sa liste de priorités, après nourrir les filles, payer les dettes les plus urgentes et maintenir la plantation en vie. Daniel se dirigea vers le coin de l'étable, où quelques outils étaient organisés sur des étagères improvisées. « Vous avez un marteau, des clous. Si vous avez quelques tuiles de rechange, je peux y jeter un œil. » Hélène sentit une pointe d'irritation, non pas pour l'offre en soi qui était sincèrement gentille, mais pour la situation dans son ensemble, pour avoir besoin d'aide, pour que sa ferme soit dans un état de détérioration visible,
pour ce rappel de plus qu'elle échouait à faire fonctionner les choses toute seule. « Écoutez, Daniel, j'apprécie votre préoccupation, mais… » Elle s'arrêta, incertaine de comment exprimer ses sentiments sans paraître ingrate. « Je ne veux pas me sentir endettée envers une personne de plus. » Une ombre de compréhension traversa son visage. « Ce ne serait pas une dette, dit-il simplement. Ce serait juste rendre l'appareil pour l'hospitalité. » Avant qu'Hélène ne puisse répondre, les jumelles apparurent à la porte de l'étable, déjà habillées pour l'école, leurs sacs à dos identiques suspendus à leurs épaules fines. « Maman, on est en retard, » annonça Louise, son ton de voix reflétant le sérieux avec lequel elle prenait ses études. « Et le car ne nous attend pas, » compléta Léa, bien que son ton suggéra que, personnellement, cela ne la dérangerait pas que le bus scolaire parte sans elle. Hélène posa le seau sur une petite plateforme surélevée et le couvrit d'un linge propre. « J'arrive, » promit-elle, enlevant le tablier de toile qu'elle utilisait pour protéger ses vêtements. « Daniel aide ici. » Les filles jetèrent des regards curieux à l'homme, qui leur fit un signe de tête discret. Ces derniers jours, une sorte de camaraderie silencieuse s'était développée entre Daniel et les jumelles. Elle l'incluait dans leurs conversations pendant les repas, et il répondait occasionnellement à des questions sur les endroits qu'il avait connus au cours de ses pérégrinations. Après qu'Hélène eut accompagné ses filles jusqu'à l'arrêt où le bus scolaire les prenait, elle retourna à la maison en sentant le poids familier de la routine quotidienne sur ses épaules. Il y avait tant de tâches à accomplir. Transformer le lait, vérifier l'irrigation du potager, essayer de réparer la pompe à eau qui fonctionnait de manière intermittente, préparer des conserves pour vendre au marché du week-end. Elle était si absorbée par ses pensées qu'au début, elle n'enregistra pas le son rythmé venant de l'arrière de la propriété. Quand elle finit par traiter le bruit, elle reconnut le son inimitable d'un marteau frappant sur du bois. En suivant le son, elle trouva Daniel près du poulailler, utilisant des outils qu'il avait trouvés dans la grange. Il avait enlevé 2 planches pourries et en installé de nouvelles à leur place. « J'ai trouvé celle-ci dans le hangar », expliqua-t-il en remarquant sa présence. Ça semblait être du gâchis de les laisser là. Hélène observa le travail qu'il avait déjà accompli, méticuleux, efficace, avec l'habileté de quelqu'un habitué à construire et à réparer des choses. Une partie d'elle voulait protester, réaffirmer qu'elle n'avait pas besoin de charité. Mais une autre partie, plus pragmatique, reconnaissait que le poulailler avait désespérément besoin de cette réparation, et que seul, il lui aurait fallu des semaines pour trouver le temps de le faire. « Merci », dit-elle finalement, la fierté cédant à la nécessité. Les poules vous remercient aussi. Un quasi-sourire apparut sur le visage normalement sérieux de Daniel. Elles ont déjà manifesté leur gratitude, commenta-t-il, en indiquant une tache suspecte sur son pantalon. De plusieurs manières. Hélène ne put retenir un rire, le premier depuis longtemps qui n'était pas lié à quelque chose que les filles avaient dit ou fait. C'était une sensation étrange, comme exercer un muscle depuis longtemps inactif. Dans les jours qui suivirent, une routine non verbalisée s'installa. Hélène continuait ses tâches habituelles, s'occupant des animaux, du potager, des filles, tandis que Daniel prenait progressivement en charge des projets de réparation sur la propriété. Le toit de l'étable fut réparé. La clôture, qui séparait le pâturage de la zone de plantation, fut renforcée. La pompe à eau, après un après-midi entier de démontage patient, recommença à fonctionner sans les hoquets mécaniques qui la caractérisaient depuis des mois. Il ne parlait pas beaucoup pendant le travail. Ce n'était pas nécessaire. Il y avait une cadence dans les tâches partagées qui dispensaient de mots. Hélène passant des outils à Daniel quand il tendait la main, lui tenant l'échelle, quand elle devait atteindre les branches les plus hautes du figuier, tous deux s'arrêtant simultanément lorsque le soleil atteignait son zénith pour boire de l'eau à l'ombre du grand platane près du puits. Un matin, alors qu'Hélène récoltait de la laitue et des carottes pour le déjeuner, elle entendit le son d'un tracteur démarrer. Son cœur s'accéléra. Ce tracteur était resté silencieux depuis la mort de son mari, une présence fantomatique dans la grange du fond qu'elle n'avait pas le courage de vendre, mais qu'elle ne parvenait pas non plus à utiliser. Elle courut en direction du son et trouva Daniel assis sur le siège du conducteur, ajustant les commandes avec des mouvements précis. Le moteur ronronnait de manière irrégulière, protestant contre des années d'inactivité. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Hélène, sa voix plus forte que prévu.
Daniel coupa immédiatement le moteur. « Désolé, dit-il, percevant son trouble. Je pensais labourer le champ pour la plantation. La machine a besoin de quelques ajustements, mais rien qui ne puisse être réparé. » Hélène sentit une boule dans sa gorge. Ce champ est la meilleure partie de la propriété, avec une terre fertile et un bon drainage, était inutilisé depuis l'accident. Non pour des raisons pratiques, mais émotionnelles. C'était comme si cultiver cette terre sans Joseph était une trahison envers sa mémoire. « Tu n'as pas besoin de faire ça, dit-elle, luttant pour garder une voix ferme. Daniel descendit du tracteur, s'essuyant les mains sur son pantalon. Son regard croisa le sien, et pour la première fois depuis son arrivée, Hélène sentit qu'il la voyait vraiment. Non seulement comme quelqu'un qui l'avait aidé, mais comme une personne entière, avec ses douleurs et ses luttes. « Je sais, » répondit-il, « mais la terre est trop bonne pour rester en friche, et tu as 2 filles à élever. » La simplicité de l'observation la désarma. Il avait raison, bien sûr. Le champ pourrait doubler sa production s'il était cultivé correctement, et les dettes n'attendraient pas qu'elle surmonte ses hésitations émotionnelles. « D'accord, » accepta-t-elle finalement, « mais il nous faudra des semences et de l'engrais. » Daniel hocha la tête comme s'il y avait déjà pensé. « J'ai vu dans la grange que tu as un stock de maïs gardé. On peut en mettre une partie de côté pour les semences. Quant à l'engrais... » Il fit une pause, regardant en direction de l'étable. « Nous avons 2 vaches qui y contribuent quotidiennement. » Hélène ne put s'empêcher de sourire à cette observation pratique. C'était vrai. Les ressources étaient là, attendant juste d'être utilisées. Peut-être était-il temps d'arrêter de ne voir que ce qui manquait et de commencer à travailler avec ce qu'elle avait. Cet après-midi-là, pour la première fois en 5 ans, le tracteur parcourut le champ est, laissant derrière lui des sillons ordonnés dans la terre rouge. Hélène observait depuis la véranda, ressentant un mélange confus d'émotions, nostalgie, tristesse, mais aussi étonnamment une pointe d'espoir. Avril apporta des pluies généreuses qui transformèrent le paysage de la ferme de l'espoir. Ceux qui étaient autrefois une terre desséchée exhibaient maintenant diverses nuances de vert. Du vert clair tendre des pousses de maïs qui pointaient en rangées organisées dans le champ, est au vert foncé profond, des feuilles du potager qui s'étaient considérablement agrandies ces dernières semaines. Hélène marchait entre les parcelles du potager, vérifiant chaque plante avec le soin de quelqu'un qui examine un bijou précieux. Les tomates étaient chargées, les laitues arboraient des feuilles vigoureuses, les carottes montrèrent déjà leurs fanes vertes au-dessus de la terre. Jamais au cours des 5 dernières années, le potager n'avait autant produit. Une partie de cela était due aux pluies, bien sûr, mais Hélène savait que la raison principale avait un nom et un prénom. Daniel. Il avait construit un système d'irrigation simple mais efficace, profitant de la pente naturelle du terrain et de l'eau de la source située dans la partie la plus haute de la propriété. Avec des tuyaux, des bambous coupés en 2 et un réservoir improvisé, il avait réussi à garantir que chaque parcelle reçoive la bonne quantité d'eau, même les jours sans pluie. « Les pieds de tomates sont chargés », commenta Daniel, s'approchant avec une caisse en bois qu'il avait rénovée pour servir de récipient pour la récolte. Sa peau, autrefois pâle à son arrivée blessée à la ferme, affichait maintenant le hâle sain de celui qui travaille sous le soleil. La blessure à son épaule avait complètement cicatrisé, ne laissant qu'une marque blanchâtre qu'il touchait parfois distraitement, comme pour s'assurer que cette partie de son histoire s'était réellement produite. « Je n'en ai jamais vu autant », acquiesça Hélène, s'autorisant un sourire satisfait. « Je pense que nous en aurons assez pour le marché de ce week-end et qu'il en restera encore pour faire de la sauce. » Le marché hebdomadaire de Saint-Benoît-des-Champs avait lieu tous les samedis sur la place centrale de la petite ville. C'était une occasion précieuse pour les agriculteurs de la région de vendre leurs produits directement aux consommateurs, sans intermédiaires, qui diminuaient leurs profits déjà réduits. Ces dernières années, Hélène parvenait rarement à produire suffisamment pour justifier la location d'un étal. Elle vendait le peu qu'elle récoltait à des revendeurs qui passaient en camion dans la région, payant des prix dérisoires. « Et il nous faut plus de caisses », observa Daniel, planifiant déjà la logistique de la récolte plus importante. « Je peux en improviser quelques-unes avec ces vieilles planches du hangar. » Hélène hocha la tête, toujours émerveillée par sa capacité à transformer des matériaux apparemment inutiles en objets fonctionnels. Ces dernières semaines, Daniel s'était révélé un artisan habile. Il réparait des chaises cassées,
restaurait des outils rouillés, transformait des morceaux de bois mis au rebut en manches de houe, en tabourets, en support pour plantes. « Maman, Daniel !» Les voix des jumelles retentirent au loin, alors qu'elles couraient sur le chemin menant de la maison au potager. Elles revenaient de l'école, portant encore leurs uniformes bleus qu'Hélène maintenait impeccablement propres et repassés, malgré toutes les difficultés. « Regardez ce qu'on a fait aujourd'hui en cours de sciences. » Louise, toujours plus enthousiaste pour les sujets scolaires, tendait une feuille de papier où elle avait dessiné plusieurs plantes avec leurs parties dûment identifiées, racines, tiges, feuilles, fleurs, fruits. « Et la maîtresse a dit qu'on peut faire un projet spécial », enchaîna Léa, sortant de son sac à dos un petit sachet en papier contenant de petites graines sombres. « Des graines de tournesol. On peut en planter dans notre jardin ?» Daniel s'accroupit pour examiner les graines dans la main de la fillette. « Elles sont de bonne qualité », observa-t-il avec un sérieux fin, comme s'il évaluait un trésor. « Je crois que je connais l'endroit parfait pour elle. »« Où ça ?» demandèrent les jumelles à l'unisson, leurs yeux brillants d'expectative. « Venez avec moi », les invita-t-il, se levant et s'essuyant les mains sur son pantalon de travail. Hélène observa les trois s'éloigner, Daniel marchant devant à pas mesurés pour que les filles puissent le suivre sans difficulté. C'était surprenant de voir comment, en quelques semaines, cet homme qui était arrivé comme un étranger silencieux et méfiant s'était transformé en... Quoi, exactement? Ce n'était pas seulement un ouvrier engagé. Hélène n'avait pas les moyens de payer un salaire à qui que ce soit. Ce n'était pas un invité temporaire. À ce stade, il était clair que sa présence s'était étendue au-delà de la guérison de sa blessure. Ami? Le mot semblait à la fois insuffisant et excessif pour définir ce que Daniel était devenu pour elle et pour les filles. Plus tard, alors qu'elles organisaient les légumes récoltés dans la cuisine, Hélène observa par la fenêtre les jumelles occupées à planter leurs graines de tournesol. Daniel avait choisi un espace près de la véranda, où les fleurs, une fois grandes, seraient visibles de la route et recevraient le soleil toute la journée. Avec patience, il guidait les filles pour préparer des trous à la bonne taille, respecter l'espacement adéquat, arroser sans inonder. « Il est doué avec elle », commenta Madame Zélie, la voisine la plus proche qui venait occasionnellement aider Hélène pour les tâches ménagères, en échange d'œufs et de lait. C'était une dame de 70 ans, veuve comme Hélène, mais avec des enfants déjà grands qui avaient migré vers la grande ville. Il a le tour avec les enfants. Ce vôtre aide. Hélène sentit ses joues s'échauffer au ton insinuant de la voisine. Il nous aide juste temporairement, répondit-elle, plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. Madame Zélie haussa ses sourcils grisonnants d'un geste éloquent, mais n'insista pas sur le sujet. Au lieu de cela, elle commenta la qualité des tomates, les plus belles que j'ai jamais vues sur cette ferme, même du temps de votre Joseph, que Dieu ait son âme. Le samedi, Hélène se réveilla avant l'aube, ressentant un mélange d'anxiété et d'expectative. Cela faisait presque un an qu'elle n'était pas allée au marché municipal. Elle n'avait pas assez de produits à vendre, ni l'énergie d'affronter les regards de pitié des autres marchands. Mais aujourd'hui, ce serait différent. La véranda était remplie de caisses organisées, des tomates rouges des fermes, des laitues frisées, des carottes, des betteraves, des radis, du chou, de la ciboulette. Daniel était déjà debout, chargeant les caisses dans la benne de la vieille camionnette, qui, comme presque tout à la ferme, avait été ressuscitée par ses mains habiles. « Tu penses que c'est trop ?» demanda Hélène, contemplant l'abondance qui semblait presque indécente après tant de temps de pénurie. « Je pense que ce n'est qu'un début, » répondit-il, avec cette conviction tranquille qui était devenue sa marque de fabrique. Le marché fut un succès au-delà de ce qu'Hélène aurait pu imaginer. Son étal, monté stratégiquement près de l'entrée de la place, attira immédiatement les clients. Les légumes frais, plus gros et plus beaux que la plupart des autres, se vendaient pratiquement seuls. Les jumelles aidaient, remettant les marchandises et gardant l'argent dans la petite boîte en bois que Daniel avait fabriquée spécialement pour l'occasion. Madame Hélène. Monsieur Antoine, le fournisseur qui lui faisait crédit, s'approcha avec un sourire sincère. Quelle beauté de produit! Vous êtes revenu en force, hein? Hélène sourit, sentant une chaleur dans sa poitrine qui n'était pas seulement de la fierté,
mais de la gratitude. « J'ai eu un petit coup de main », répondit-elle, jetant un coup d'œil à Daniel, qui organisait d'autres caisses de tomates un peu plus loin. À la fin de la journée, lorsqu'ils comptèrent l'argent récolté, Hélène ne put retenir ses larmes. C'était plus que ce qu'elle avait gagné au cours des 3 derniers mois réunis. On peut rembourser une partie de la dette au Crédit Agricole, calcula-t-elle en séparant soigneusement les billets. Et aussi acheter ces nouveaux cahiers dont les filles ont besoin pour le prochain trimestre. Daniel, assis de l'autre côté de la table de la cuisine, l'observait, avec une expression qu'Hélène ne parvenait pas à déchiffrer complètement. Il y avait de la satisfaction certainement, mais aussi quelque chose de plus profond, comme s'il était témoin de l'éclosion de quelque chose de précieux. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle, soudain consciente de son regard. « Rien », répondit-il en baissant les yeux sur ses propres mains calleuses. « Je suis juste heureux pour vous. » La simplicité de la réponse la prit au dépourvu. Heureux. C'était un mot si simple, si fondamental, et pourtant si éloigné du vocabulaire quotidien d'Hélène ces dernières années. Mais maintenant, assise dans sa cuisine avec l'arôme de tomates fraîches dans l'air, le son des rires de ses filles venant du jardin où les premières pousses de tournesol commençaient à poindre, et la présence solide et fiable de Daniel, en face d'elle, Hélène réalisa que oui, il était peut-être possible d'être à nouveau heureuse. Le mois de mai apporta les premières nuits froides, celles qui annonçaient l'approche de l'hiver dans cette région de Provence. Ce n'était pas un froid rigoureux comme celui des pays du Nord, mais une brise fraîche qui rendait les nuits plus longues et invitait à l'introspection. Hélène aimait cette période de l'année. Il y avait quelque chose dans l'air qui semblait nettoyer non seulement les poumons, mais aussi les pensées. Cette nuit-là en particulier, après une journée de travail intense à la ferme, le vent soufflait plus fort que d'habitude, apportant avec lui l'odeur incomparable de la terre mouillée. Il n'avait pas encore plu, mais la promesse de pluie était dans l'air, l'électrisant, le rendant dense et plein d'attente. Les jumelles s'étaient déjà retirées après le dîner, épuisées après une journée d'école suivie de tâches à la ferme. Hélène les avait observées tandis qu'elles aidaient Daniel à renforcer le poulailler, leurs petites mains tenant des clous et passant des outils, leurs visages concentrés sur chaque instruction. Elles avaient tellement grandi ces derniers mois, non seulement physiquement mais en confiance, en joie, en espoir en l'avenir. La ferme de l'espoir commençait enfin à être digne de son nom. Après avoir rangé les dernières assiettes et vérifié que les fenêtres de la maison étaient bien fermées contre le vent qui s'intensifiait, Hélène prit son châle, en laine et sortit sur la véranda. C'était un rituel qu'elle avait abandonné depuis la mort de son mari, ces moments de quiétude à la fin de la journée, à observer les étoiles et simplement respirer. Maintenant, elle ressentait le besoin de ces instants de paix, comme si elle devait réévaluer sa vie, tout ce qui avait changé depuis l'arrivée de Daniel. Il était là, assis dans l'un des fauteuils à bascule, son chapeau sur les genoux, le regard fixé sur l'obscurité parsemée de lucioles qui s'étendait devant lui. Il ne sembla pas surpris quand Hélène s'approcha, comme s'il l'attendait. « Il va pleuvoir avant l'aube », commenta-t-il, sans détourner le regard, de l'horizon. Le vent a tourné. Hélène hocha la tête, s'asseyant sur le fauteuil à côté. Les tournesols des filles vont apprécier. Ils ont besoin d'eau. Un silence confortable s'installa entre eux. C'était ainsi ces derniers temps. Ils parvenaient à partager des moments sans le besoin constant de les remplir de « oh ». Hélène se demandait si toutes les personnes qui passaient beaucoup de temps ensemble développaient cette capacité ou s'il y avait quelque chose de spécial, de spécifique, dans la connexion qui s'était formée entre elle et Daniel. « Je pensais », commença-t-elle, ajustant le châle sur ses épaules, « que je dois aller en ville la semaine prochaine, à la banque. » Le dernier mot sortit plus lourd, portant tout le poids des soucis financiers qui, bien qu'allégés par les marchés réussis, étaient encore loin d'être entièrement résolus. Daniel hocha la tête. « Tu veux que je vienne avec toi ? Je peux aider avec les caisses de légumes pour le marché après. » Hélène considéra l'offre. Il y avait quelque chose de réconfortant à l'idée de ne pas affronter seule les regards condescendants du directeur de la banque, d'avoir quelqu'un à ses côtés lorsqu'elle devrait calculer combien elle pouvait rembourser de la dette, sans compromettre les besoins immédiats de la famille. « Si ça ne te dérange ?» ?»« Pas, » répondit-elle, se sentant à la fois reconnaissante et coupable de dépendre de lui une fois de plus. « Jamais. »
dit simplement Daniel. Le vent souffla plus, fort, apportant une feuille sèche qui tourbillonna dans l'air avant de se poser sur le sol de la véranda. Hélène observa son mouvement hypnotique, pensant à la façon dont la vie était faite de ces tourbillons imprévisibles, de ces chutes et de ces ascensions que l'on ne pouvait pas contrôler. « Pourquoi es-tu resté, Daniel ?» La question s'échappa de ses lèvres avant qu'elle ne puisse la retenir, les surprenant tous les deux. « Je veux dire, ta blessure a cicatrisé. » Il y a des semaines. Tu aurais pu reprendre ta route. Daniel resta silencieux si longtemps qu'Hélène commença à regretter sa question. Peut-être avait-elle brisé cet équilibre délicat qu'ils avaient construit, cette paix non verbalisée qui leur permettait de travailler ensemble, sans avoir besoin de définir ce qu'ils étaient l'un pour l'autre. Quand il parla enfin, sa voix était plus basse, plus rauque, comme si les mots étaient arrachés d'un endroit profond en lui. Avant d'arriver ici, je ne faisais que exister. Je ne vivais pas vraiment. Hélène se tourna pour le regarder, mais Daniel continuait de regarder droit devant, comme s'il était plus facile de raconter son histoire à la nuit qu'à elle directement. « J'étais marié, continua-t-il. Mariana était institutrice. Nous avions une petite propriété près de Carpentras. Rien de grandiose, mais c'était à nous. On cultivait surtout du café, quelques légumes pour notre consommation. Il fit une pause, et Hélène put voir comment ses doigts serraient le chapeau sur ses genoux, les jointures blanchissant sous la pression. Elle a commencé à avoir des maux de tête. Rien d'alarmant au début, on pensait que c'était la fatigue, le stress. Les écoles rurales ne sont pas faciles, tu sais. Des enfants de tous âges dans la même classe, des ressources limitées. Hélène savait. Ses filles fréquentaient une école de ce genre, où 2 enseignantes dévouées se démenaient pour s'occuper des élèves du primaire. Les douleurs ont empiré. Quand on a enfin réussi à voir un médecin en ville, il était trop tard. Une tumeur au cerveau, déjà trop avancée pour être traitée. Daniel déglutit difficilement, luttant visiblement contre l'émotion. Elle est partie en moins de 2 mois après le diagnostic. Le vent semble affaiblir, comme si la nature elle-même faisait une pause respectueuse devant cette révélation. Hélène sentit sa poitrine se serrer, une empathie profonde qui venait de la reconnaissance d'une douleur semblable à la sienne. « Je suis désolée », dit-elle, les mots semblant inadéquats mais sincères. Daniel hocha la tête, acceptant sa solidarité. « Après ça, je n'ai pas pu rester dans notre maison. J'ai tout vendu, j'ai commencé à travailler dans des fermes en tant que saisonnier. Je ne restais jamais plus de quelques mois au même endroit. Je ne voulais pas créer de lien, je ne voulais rien ressentir, parce que ressentir signifiait aussi ressentir son absence. » Il fit une nouvelle pause, plus longue cette fois. Quand il reprit, sa voix avait changé. Il y avait une note différente, presque de surprise. Et puis, un jour, je me suis réveillé sur un canapé inconnu, avec une femme au regard méfiant qui m'offrait de l'eau, et 2 filles identiques, qui m'observaient depuis la porte de la cuisine, comme si j'étais une sorte de spécimen exotique. Un petit sourire apparut au coin de sa bouche et Hélène ne put s'empêcher de le lui rendre, se souvenant vivement de ce premier jour. « Je n'avais pas prévu de rester, » continua-t-il. « Je pensais que dès que je pourrais marcher, sans douleur, je reprendrais ma route comme toujours. Mais ensuite, il regarda autour de lui, la ferme qui montrait maintenant des signes visibles de rétablissement. Ensuite, j'ai vu à quel point vous aviez besoin d'aide. Et vous, aider, c'était comme recommencer à respirer après avoir été longtemps sous l'eau. » Hélène sentit ses yeux s'embuer. Elle comprenait exactement ce qu'il voulait dire. Dans les années qui avaient suivi la mort de Joseph, elle aussi n'avait fait qu'exister, survivant un jour après l'autre, sans vraiment vivre. « Les filles t'adorent », commenta-t-elle, sa voix douce comme le vent qui soufflait maintenant plus gentiment. « Tu leur as rendu quelque chose aussi, quelque chose que je n'arrivais pas à leur donner seul. » Daniel se tourna enfin pour la regarder. Ses yeux, normalement réservés, étaient ouverts et vulnérables, brillant d'une émotion contenue. « Tu m'as rendu quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours, » dit-il, ses mots flottant dans l'air entre eux, denses et, en même temps, libérateurs. Hélène n'eut pas besoin de demander ce qu'était ce quelque chose. Elle le savait, car elle le redécouvrait aussi, la capacité de ressentir de l'espoir, de regarder le lendemain, non pas comme une menace, mais comme une possibilité.
la capacité de croire que, peut-être, la vie ne faisait pas que prendre, mais aussi donner, dans son équilibre mystérieux et implacable. Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, grosses et lourdes, annonçant l'orage qui approchait. Mais ni Hélène ni Daniel ne firent mine de bouger. Ils restèrent assis côte à côte, protégés par le toit de la véranda, tandis que la pluie s'intensifiait, lavant la terre, nourrissant les semences, créant ce son rythmé et hypnotique qui semblait un rappel constant que tout, la douleur, la perte, mais aussi la joie et l'espoir, était transitoire, partie d'un cycle plus grand qu'aucun d'eux ne pouvait contrôler complètement. « Merci de m'avoir laissé rester », dit finalement Daniel, sa voix presque perdue dans le bruit de la pluie. Hélène tendit la main, hésitante d'abord, puis avec plus de fermeté, jusqu'à rencontrer la sienne. Leurs doigts s'entrelacèrent, naturellement, comme s'ils avaient été faits l'un pour l'autre. « Merci d'être resté », répondit-elle. Et ils restèrent ainsi, tandis que la pluie tombait et que la nuit avançait, deux personnes qui avaient connu la perte profonde, découvrant ensemble que le cœur, même brisé, ne perd jamais complètement la capacité de se reconstruire, d'aimer à nouveau, de s'épanouir comme les tournesols qui fleurirent bientôt dans le jardin, se tournant instinctivement vers la lumière, cherchant chaleur et vie même après les nuits les plus sombres. Juin transforma la ferme de l'Espoir en un kaléidoscope de couleurs et d'arômes. Les tournesols plantés par les jumelles avaient grandi étonnamment vite, formant une rangée de sentinelles dorées qui suivaient le chemin de la route jusqu'à la véranda. Leurs énormes têtes suivaient fidèlement la course du soleil, comme des horloges naturelles marquant le passage du jour. Dans le champ est, le maïs exhibait déjà des épis robustes, et le potager, agrandi au double de sa taille originale, offrait une variété de légumes qu'Hélène n'avait jamais cru possible de cultiver seule. La vie avait acquis un rythme différent, une cadence qui mêlait le travail ardu à des moments de joie simple dont Hélène avait oublié l'existence. Les repas partagés sur la grande table de la cuisine, les séances de lecture sur la véranda à la tombée de la nuit, les rires des filles résonnant dans le jardin pendant qu'elles aidaient Daniel à construire un petit poulailler supplémentaire, tout cela formait un tissu du quotidien qui, bien que modeste, était infiniment plus riche que la simple survie à laquelle elles étaient habituées auparavant. Ce dimanche matin, Hélène se réveilla avec l'arôme incomparable du café frais. Ce n'était pas elle qui l'avait préparé comme d'habitude. Ces dernières semaines, Daniel avait commencé à se réveiller avant tout le monde, allumant le poêle à bois et préparant le café fort qui embaumait maintenant toute la maison. C'était un geste simple mais qui représentait tellement. Une attention, une présence constante, une manière silencieuse de dire « je suis là ». En entrant dans la cuisine, Hélène trouva non seulement Daniel, mais aussi les jumelles, déjà habillées et étonnamment actives pour un dimanche matin. Louise organisait un panier avec des serviettes en tissu, tandis que Léa empilait soigneusement ce qui semblait être des sandwichs emballés dans du papier. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda Hélène, ajustant son peignoir sur sa chemise de nuit. « Surprise !» annoncèrent les jumelles à l'unisson, échangeant des regards complices avec Daniel, qui souriait discrètement en servant 3 tasses de café. « Daniel a dit qu'aujourd'hui c'est un vrai jour de repos », expliqua Louise, la plus éloquente des deux. « On va faire un pique-nique près du ruisseau. »« Le ruisseau ?» répéta Hélène, surprise. Le petit cours d'eau qui traversait la partie la plus éloignée de la propriété avait été un lieu de prédilection pour les pique-niques quand Joseph était encore en vie. Après sa mort, Hélène n'y avait plus jamais emmené les filles, non par manque de volonté, mais parce que le chemin était long et accidenté, difficile à parcourir seul avec 2 jeunes enfants. « On a déjà tout préparé », continua Léa montrant le panier. « Des sandwichs au fromage, ce gâteau au yaourt qui restait d'hier, du jus d'orange. Et Daniel a réparé la petite charrette, compléta Louise. On peut tout emmener dedans, sans avoir à porter de poids. » Hélène regarda Daniel qui observait la scène avec une expression sereine, presque révérencieuse, comme quelqu'un qui est témoin de quelque chose de précieux. « Tu as planifié tout ça ?» demanda-t-elle, ressentant une vague de gratitude qui dépassait les mots. Il haussa les épaules,
dans son geste caractéristique de minimiser ses propres actes de bonté. Les filles ont parlé du ruisseau, j'ai pensé que ce serait bien pour nous tous de prendre un peu l'air. 2 heures plus tard, le petit groupe suivait le sentier qui serpentait entre des buissons fleuris et de vieux arbres. Daniel tirait la charrette restaurée, où se trouvaient les paniers de nourriture, et une vieille courte pointe qui servirait de nappe pour le pique-nique. Les jumelles couraient en avant, découvrant des pierres intéressantes, des fleurs sauvages, et attirant occasionnellement l'attention de tous sur un oiseau qui traversait le ciel. Hélène marchait un peu en arrière, observant la scène avec une sensation d'irréalité. C'était comme si elle vivait un rêve, ou peut-être le souvenir d'une autre vie. Une vie où le bonheur n'était pas seulement un lointain souvenir, mais une présence tangible, respirable. « Ça va ?» demanda Daniel, ralentissant le pas pour marcher à ses côtés. Ses yeux, qui gardaient auparavant toujours une ombre de tristesse, affichaient maintenant une clarté nouvelle, comme un ciel qui s'ouvre enfin après une longue tempête. « Ça va », répondit Hélène, et pour la première fois depuis des années, c'était entièrement vrai. « Je suis juste en train d'absorber tout ça. » Daniel hocha la tête, comprenant sans avoir besoin de plus d'explications. C'était l'une des choses qu'Hélène appréciait le plus chez lui, cette capacité à comprendre le non-dit, à respecter les silences, à laisser de l'espace pour que les sentiments complexes trouvent leur propre chemin. Le ruisseau était plus plein que dans le souvenir d'Hélène. Grâce aux pluies généreuses des derniers mois, l'eau coulait claire sur des galets polis, créant une musique douce qui servait de toile de fond aux appels occasionnels des oiseaux et au bourdonnement industrieux des abeilles parmi les fleurs sauvages. Ils trouvèrent un endroit parfait pour le pique-nique, une petite clairière naturelle à l'ombre d'un arbre feuillu, dont les racines apparentes formaient des sièges naturels au bord du ruisseau. Daniel étendit la courte pointe tandis que les jumelles organisaient la nourriture, avec le soin cérémonieux que les enfants consacrent aux tâches qu'ils considèrent importantes. « Maman, regarde ce que j'ai trouvé », appela Louise, exhibant une pierre parfaitement ronde et lisse. « On dirait une pièce de monnaie géante. »« Et moi j'ai trouvé ce coquillage », compléta Léa, ne voulant pas être en reste dans la compétition des découvertes. « Comment un coquillage ? A-t-il pu arriver jusqu'à notre ruisseau ? Probablement apporté par un oiseau », expliqua Daniel s'asseyant sur l'une des racines apparentes. « Ou peut-être a-t-il voyagé en amont pendant une très forte crue. » Les filles contemplèrent le coquillage avec un respect renouvelé, imaginant le voyage extraordinaire que la petite spirale calcaire avait dû entreprendre pour arriver jusque-là. Pendant qu'ils mangeaient, la conversation coulait naturellement, abordant des sujets quotidiens. L'école, le prochain marché du samedi, les projets d'agrandissement du poulailler, les recettes qu'Hélène pourrait préparer avec les tomates qui mûriraient la semaine suivante. C'était le genre de conversation ordinaire que les familles ont pendant les repas partagés, et c'est précisément cette pensée qui frappa Hélène avec la force d'une révélation. Ils étaient devenus une famille. Pas au sens traditionnel, peut-être pas encore, mais dans tous les aspects qui comptaient vraiment. Ils partageaient le travail et le repos, les soucis et les joies, les projets et les rêves. Ils prenaient soin les uns des autres, se complétaient, créaient ensemble un espace où chacun pouvait être à la fois fort et vulnérable. Après le repas, les jumelles convainquirent Daniel de les aider à construire un petit barrage de pierre dans le ruisseau pour que les petits poissons aient une piscine, expliqua Léa avec la logique irréfutable de l'enfance. Hélène les observait depuis la courte pointe étendue, sentant le soleil filtré par les feuilles de l'arbre créer des motifs dansants sur sa peau. Daniel se déplaçait avec la patience infinie qu'il montrait toujours avec les filles, leur expliquant comment positionner les pierres pour qu'elles soient stables, comment créer de petits passages pour que l'eau continue de couler, comment vérifier que la structure était solide. Ses grandes mains guidaient les petites mains des jumelles, et la scène frappa Hélène d'une vague d'émotion inattendue. « Regarde, maman, ça marche !» cria Louise, lorsque le petit barrage commença à retenir l'eau, formant une flaque cristalline où de petits poissons commencèrent bientôt à circuler, attirés par l'eau plus calme. « Viens voir de plus près !» appela Léa, agitant la main avec enthousiasme. Hélène se leva et se dirigea vers le bord du ruisseau, où elle s'agenouilla à côté de Daniel pour admirer la création des filles.
L'eau reflétait leur visage, déformé par le doux mouvement du courant. 4 visages ensemble, comme une photographie de famille capturée sur la surface liquide et changeante. « C'est parfait », loua Hélène, sentant la fierté briller dans les yeux de ses filles. « C'est Daniel qui a montré la technique », expliqua Louise, toujours prompte à distribuer le crédit équitablement. Il a dit qu'il avait appris ça quand il était enfant. « Mon père m'a appris », confirma Daniel, et il y avait une nouvelle douceur dans sa voix lorsqu'il mentionnait le passé, non plus la douleur brute qu'Hélène avait perçue les premières fois qu'il avait parlé de sa vie antérieure, mais quelque chose de plus apaisé, comme une vieille cicatrice qui ne fait plus mal au toucher. Le reste de l'après-midi se passa dans une tranquillité presque magique. Les jumelles explorèrent les rives du ruisseau, collectant d'autres pierres intéressantes et observant de petites têtards qui nageaient dans des flaques peu profondes. Daniel trouva un morceau de bois parfait et, avec son couteau de poche, commença à sculpter quelque chose qu'il garda caché des regards curieux de tous. Hélène ferma les yeux quelques instants, s'offrant le luxe rare d'un repos complet, bercé par le son de l'eau courante et les rires occasionnels de ses filles. Quand le soleil commença à descendre à l'horizon, teignant le ciel de tons orangés, ils rassemblèrent leurs affaires pour le chemin du retour. Les jumelles, épuisées mais heureuses, marchaient plus lentement maintenant, leurs sacs de trésors collectés pesant dans leurs petites mains. Daniel s'approcha d'Hélène alors qu'ils pliaient la courte pointe ensemble. « Merci », dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Pourquoi » demanda-t-elle confuse. « C'est nous qui devrions te remercier d'avoir organisé cette journée. »« De me permettre de faire partie de ça », répondit-il, son regard croisant le sien avec une intensité qui fit accélérer son cœur. « De me laisser appartenir, à nouveau, à quelque chose. À quelqu'un. » Hélène sentit la chaleur monter à ses joues, mais ne détourna pas le regard. Il y avait quelque chose entre eux qui ne pouvait plus être nié ou ignoré. Une connexion qui avait grandi progressivement, jour après jour, geste après geste, comme les plantes dans le potager, comme les tournesols sur le chemin de la maison. En arrivant à la ferme, le soleil était déjà couché, ne laissant qu'une lueur résiduelle à l'horizon. Les jumelles coururent montrer leur trésor collecté à Toby, le chien bâtard qui était apparu à la ferme quelques semaines auparavant, et était rapidement devenu partie intégrante de la famille grandissante. Hélène et Daniel restèrent en arrière, debout côte à côte à l'entrée de la véranda, observant la maison qui semblait maintenant véritablement vivante, des lumières allumées aux fenêtres, de la fumée sortant de la cheminée, de la cuisine où le poêle à bois maintenait encore l'ambiance chaude, les contours des tournesols visibles même dans la pénombre du crépuscule. « Je suis à la maison », dit Daniel presque pour lui-même, son regard parcourant la scène devant lui avec une sorte d'admiration révérencieuse. Hélène se tourna vers lui, comprenant le poids de ces simples mots, pour un homme qui avait tout perdu, qui avait erré sans but en ne portant que le poids de ses souvenirs. Se déclarer « à la maison » était plus qu'une observation désinvolte. C'était une reddition, une acceptation, un nouveau départ. Silencieusement, Hélène tendit la main, trouvant la sienne. Leurs doigts s'entrelacèrent naturellement, comme ils l'avaient fait cette nuit-là sur la véranda, au son de la pluie. Mais cette fois, il n'y avait pas de tempête, seulement la quiétude du crépuscule et la certitude croissante que la vie, avec toutes ses épines, savait aussi fleurir à nouveau. Et ils restèrent là, sur le seuil entre le passé et l'avenir, entre la douleur de la perte et la promesse du renouveau, récoltant ensemble les fruits d'un temps nouveau qui, sans qu'ils s'en rendent compte, avait déjà commencé à fleurir en eux bien avant ce moment.